Salut à toutes et à tous, c'est le retour de la Première Ligue, donc c'est aussi évidemment le retour du PL Club pour vous préfacer la 13e journée de compétition qui aura lieu samedi, dimanche et même lundi soir. Pour nous accompagner dans cette émission, Jean-François. Salut Serge. Salut Jean-François. Bruno. Salut. Et puis comme d'habitude, Christian qui nous accompagnera à distance pour nous donner toutes ces précieuses informations. Salut Christian. Salut messieurs. Alors on va commencer avec une onde de choc qui a fait trembler la Première Ligue, puisque une commission indépendante a décidé de convaincre la Première Ligue de punir Everton de 10 points. Et donc Everton se retrouve parmi les relégables actuellement. On sait qu'il y avait une infraction, une dette de plus de 20 millions de livres, qui dépassait en tout cas la limite sur plusieurs saisons. Voilà, que penser de cette punition? C'est la plus grosse punition en termes de points de l'histoire de la Première Ligue. Le VAR. Le VAR intervient au niveau des finances aussi, mais vous ouvrez cette porte-là. Oui. Il faut conseiller au office d'aller payer les avocats de City, parce que là, on arrive à faire traîner ça. Oui, on rappelle, 115 infractions. Bon, sur, on va dire, peut-être un seul sujet, mais 115 quand même, répétés sur plusieurs années. Et là, on va dire que l'enquête est toujours en cours. Et vous perdez 10 points, vous n'êtes même pas lanterne rouge. Une bonne nouvelle en soi. Oui. Ce qui me désole un peu, c'est qu'on punit sportivement des joueurs pour une attitude Financière. des dirigeants et d'un circuit financier qui... C'est avec ça qu'on les paye. Oui, mais qu'on a l'air de découvrir aujourd'hui. Oui, Enfin, je veux dire, sûr. ça fait 15 ans qu'on parle de toutes sortes de manipulations financières dans les clubs de football. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et on découvre ça tout à coup. Bon, on verra. Ils ont en tout cas mis le doigt dans un engrenage dangereux. Parce que si ça se passe en Angleterre, ça se passe évidemment partout ailleurs. C'est une évidence. Déjà, à commencer par l'Angleterre, il n'y a pas de prescription. Alors, on sait que Manchester City est dans le viseur, Chelsea aussi, mais jusqu'à quand peut-on remonter? Quoi, vous allez perdre un titre d'il y a 3 ans? Peut-être même d'il y a 10 ans. C'est la question, en tout cas, que pas mal d'experts et de journalistes se posent. Oui, mais je pense qu'il faudrait faire le travail dans l'autre sens à un moment donné, se dire, tiens, est-ce qu'il y en a un qui ne l'a pas fait? C'est un peu comme la famille des Dalton, vous savez. Hein. La seule qui n'est pas incarcérée, à un moment donné, c'est la mère. Hein. Il faut vivre caché. Ma Dalton, elle. Mais les autres, ils cumulent des années de prison. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre, effectivement. Et puis Everton a fait appel. Donc, on va voir si cette punition de 10 points sera confirmée ou alors si elle sera éventuellement diminuée. En tout cas, ça ne fait pas les affaires d'Everton qui reçoit ce week-end de Manchester United. On reprend la compétition après cette trêve internationale. L'Angleterre est qualifiée. L'Écosse est qualifiée. Le Pays de Galles devra passer par les barrages. Et je vous propose de faire un point. On est au tiers du championnat. On va jouer la 13e journée. Voici les leaders, en tout cas des classements individuels. Haaland, évidemment, 13 buts déjà depuis le début de la saison. Et puis un joueur qui crève l'écran quand même, c'est Pedro Neto, même s'il a été blessé sur les derniers matchs. Pedro Porro, le roi du tacle. Les interceptions pour Anthony Robinson. Bon, c'est pourtant pas une des meilleures défenses, hein, celle de Fulham. Les blocs. Tarkowski, ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, en tout cas de notre côté. Les dribbles, vous avez vu, c'est notamment aisé. Et les clean sheets pour deux gardiens qui ne sont pas non plus dans des clubs qui jouent le haut du classement. Et puis un défenseur central qui a réussi le plus de passes. Et puis un autre défenseur qui a créé le plus d'occasions. C'est quand même étonnant. J'ai un autre chiffre, 23. Oui. 23 minutes jouées par Kevin De Bruyne cette saison. Vous imaginez un peu? Oui, ça c'est pas beaucoup. Ils sont en tête. Je pensais que vous alliez dire 23 minutes de plus jouées par match avec le temps additionnel. On n'est pas encore là. On n'est pas encore là. Bon, voilà les faits marquants en tout cas sur les 12 premières journées ou après la 12e journée. Tottenham, qui avait gagné ses 10 premiers matchs, réussit un 0 sur 6 avec évidemment beaucoup de facteurs. On en parlera un petit peu plus tard. Manchester United, on parle de crise à United et pourtant ils prennent 12 points sur 15. La seule défaite c'est face à City. Les équipes évidemment dans la relégation. Il faut y ajouter maintenant Everton qui a pris 10 points de pénalité et puis Brighton. C'est assez étonnant parce qu'on parle toujours très positivement d'eux. Ils n'ont pas gagné depuis 6 matchs, même si en Coupe d'Europe ça va un petit peu mieux. On voit ce qu'on veut voir dans les chiffres. Toujours. Et donc voilà, certains vont trouver que c'est pas grave, d'autres vont trouver que c'est embêtant et que si 6 matchs c'est... Oui. On tourne ça comme on veut. Un petit mot sur Manchester United. On revoit le but de la victoire face à Luton. Alors c'est une équipe qui n'est pas larguée dans la course européenne. On va peut-être pas parler de course au titre. On sait qu'en Ligue des Champions, ça se passe pas bien. Ils ont marqué que 13 buts en 12 matchs. Et là, sur les 4 dernières victoires, donc 4 victoires, une défaite sur les 5 matchs, c'est chaque fois par un but d'écart.
On a un Rashford un peu moins fringant et à ce niveau-là, ça joue beaucoup. On a un nouveau propriétaire qui commence à s'impliquer dans les choix de l'entraîneur aussi. C'est pas encore officiel. Sir Ratcliffe, c'est pas encore. Alors, d'accord que c'est pas officiel. Normalement. Par contre, il a déjà appelé Ten Hag à envisager pour trouver une solution pour le conflit avec Sancho. Donc il n'est pas là, mais il est là quand même. Ouais. C'est un petit peu le côté ambigu parce qu'il prendrait que 25% des parts du club, mais il serait directement impliqué dans la gestion sportive. Donc c'est quand même aussi. On aura peut-être l'occasion d'en reparler au moment où ce sera officiel. Il a déjà donné un conseil, c'est-à-dire qu'il faut arranger l'histoire de vestiaire. Oui, mais bon. Oui, mais c'est bizarre quand un entraîneur prend une décision. Il y a sans doute des raisons derrière. Oui, il y a l'intérêt du club qui est un intérêt financier. Et puis il y a une valeur marchande. Il a quand même été acheté à 100 millions de livres ou 100 millions d'euros. Et là, pour le moment, il ne sert à rien. Donc c'est de l'argent perdu pour Manchester United. Vous savez, aujourd'hui, vous avez beaucoup de directeurs sportifs qui sont en lien direct et qui font même les changements. Donc, on serait très surpris. On n'a peut-être pas le temps d'aujourd'hui, mais ça m'intéresse. On en reparlera. Je sais de quoi il parle. Je sais de qui il parle. On veut des preuves, on veut des noms. On fera une émission spéciale. Bon, en attendant, on va débuter cette 13e journée par un des plus gros matchs de l'année. C'est les deux clubs qui sont partagés les 5 derniers titres en Angleterre. Il y en a 4 pour Manchester City, il y en a 1 pour Liverpool. Mais les Citizens accueillent donc Liverpool samedi sur le coup de 13h30. On en parle après ceci. The Premier League return for New Age Clash. The biggest players, the biggest managers, the biggest occasions. Manchester City versus Liverpool live in the Premier League. We are Premier League. On a bien compris que c'est the biggest, le plus grand. Manchester City premier avec 28 points. Liverpool deuxième avec 27 points. Un mot d'abord sur l'heure du coup d'envoi. Samedi 13h30, ça a fait grincer des dents parce que des deux côtés, il y a quand même pas mal de joueurs qui ont été internationaux et qui ont voyagé, notamment depuis l'Amérique du Sud. Il faut à un moment donné penser aux abonnés de vous. Je pense que c'est ça l'essentiel. Ils verront ce match en clair et c'est la raison pour laquelle... Divertissez-vous. Exactement. Enfin, ceux qui sont abonnés à vous mais qui n'ont pas nécessairement l'option sport. Je dis c'est pour ça que la Première Ligue, mais évidemment ce match à 13h30. C'est vous qui avez appelé la Première Ligue. Évidemment. Ok. Sympa, Mais on prend notre petit déjeuner ensemble, comme ça on prépare le match des potrons minés. On ne parle pas de la vie privée, ni des joueurs, ni des journalistes dans cette émission. Par contre, on va voir avec Christian les résultats de Manchester City cette saison. On avait l'habitude, les dernières saisons, de voir un Manchester City partir à son aise. Et là, après 12 journées, ils sont premiers. Est-ce qu'ils sont un petit peu en avance sur leur programme parce qu'on sait que c'est une équipe qui arrive, on va dire, à son pic de forme vers le mois de février, vers le mois de mars? Par rapport à la saison passée, ils sont de toute façon en avance puisque la saison passée, ils avaient quand même 8 matchs où ils n'avaient pas gagné contre le top 9. Maintenant, on va le voir sur l'infographie. On voit que ça se passe beaucoup mieux, et notamment en déplacement. Ils font quand même 13 sur 18 contre le top 10. C'est quand même plus de 70% des points. Et ils font 15 sur 18 contre le bottom 10. Donc, pour le moment, ils sont sur la bonne voie. Voilà pour Manchester City, qui va accueillir à domicile Liverpool. On avait quitté les Citizens sur un match étonnant, un 4 buts partout du côté de Chelsea. Ça fait plus de 15 ans que Pep Guardiola est manager. Il n'avait jamais connu un tel score. Marquer 4 buts et ne pas gagner parce qu'il en a encaissé 4 aussi. Ça fait un total de 12 buts encaissés, Christian. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la nature des buts encaissés par Manchester City cette saison ? On a déjà évoqué plus tôt dans la saison dans PL Club, on s'était dit est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'aspect défensif? J'avais dit non à l'époque. Là maintenant, il y a eu 4 buts encaissés, mais je pense qu'il ne faut toujours pas s'inquiéter parce qu'on le voit sur l'infographie, il n'y a seulement que 3 buts qui ont été marqués sur de plans de jeu adverses. Donc le reste, ce sont des circonstances défavorables et une erreur provoquée, je crois que c'est le but de Rodri contre son camp. Donc là, je pense qu'il y a... Voilà, là où c'est intéressant, c'est qu'on verra comment est-ce que ces buts sont encaissés, parce que là, il y a quelque chose qui a changé. Mais pour le moment, je pense qu'il ne faut absolument pas s'inquiéter dans la nature des buts encaissés par Manchester City. Ouais, ça fait quand même beaucoup de buts encaissés sur circonstances favorables. Christian, on va dire que c'est beaucoup plus que la moyenne. On le voit, ça peut être sur des ballons mal repoussés, sur des moments de jeu mal maîtrisés.
Oui, c'est pour ça en fait qu'il n'y a pas d'inquiétude. On le voit ici. Alors évidemment, l'adversaire construit bien et tout, mais dans la finition, il y a toujours quelque chose qui est favorable à l'adversaire pour le moment, en tout cas en majorité, au moins 75% du temps. Et donc, à un certain moment, toujours dans une saison, ça s'équilibre. Ici aussi, c'est très bien joué, mais voilà, le ballon, il est repoussé exactement dans les pieds de Jackson pour pouvoir marquer. Voilà, il y a des moments de l'année où c'est moins défavorable et le ballon aurait été dans une autre direction, où il aurait été dévié en corner et on n'aurait pas parlé de ce but. Donc, je pense qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir pour Manchester City d'un point de vue défensif. Alors, avant de voir justement les tableaux avec les datas de Christian, est-ce que vous avez eu, vous, l'impression qu'il y a un peu plus de vulnérabilité du côté de Manchester City cette saison, même s'ils sont en tête? Je n'utiliserai pas le mot vulnérabilité parce qu'ils sont champions de tout et qu'ils sont très difficiles à battre. Mais ça fait quand même quelques saisons qu'on dit, si vous voulez avoir une petite chance, vous devez oser face à eux. Vous devez être présent parce qu'un ballon, un ricochet, un but marqué contre son camp, un ballon, c'est parce que vous êtes présent dans leur rectangle. Et il y a beaucoup d'équipes qui attendent parce qu'elles ont peur de se ramasser une raclée. On peut les comprendre. Mais je pense que face à City, il faut aller mettre les crampons au niveau du cœur, quoi. Il faut y aller et les tourmenter. Je sais que c'est un défi, mais bon... Un petit peu comme Chelsea l'a fait. Oui, par les circonstances aussi de jeu, mais il faut y aller. Je suis d'accord. Et je voudrais juste faire une petite remarque sur le déroulé du match face à Chelsea. D'abord, ils mènent au score et puis ils se font rejoindre. Et puis surtout, ils arrivent à marquer tout en fin de rencontre ce fameux 3-4. Et puis derrière, il reste tellement peu de temps à jouer. Et là, je trouve qu'on n'a pas eu le sentiment d'avoir une maîtrise collective. Ils auraient pu, à la limite, à ce moment-là, priver Chelsea de ballon, mais ils se sont retrouvés un peu dans une situation où, à un moment donné, je pense que vous l'avez dit dans le commentaire d'ailleurs, on a l'impression de voir une espèce de partie de ping-pong comme ça, où, voilà. Alors, c'est peut-être justement pour créer le spectacle, la sensation pour la Première Ligue, et c'est très vendeur, finalement, pour le football anglais. C'est du grand spectacle. Parce que je sais que du côté, par exemple, de la France, où un peu ils ont eu, je crois, une journée de championnat avec 12 buts, oui, et Thierry Henry, là-bas. Voilà, et Thierry Henry est intervenu dans une interview en disant oui, mais en même temps, c'est parce qu'on a comparé ça avec le 4-4. Voilà, ça dépend ce qu'on aime en football, mais un 4-4, ça clash, quoi. Ça donne. Mais je trouve quand même que mener 3-4, alors qu'il reste quelques minutes, et se faire rejoindre comme ça sur un penalty un peu naïf, je trouve quand même que. Alors, je dis pas, il n'y a rien d'inquiétant, bien sûr, sauf que les chiffres vont peut-être montrer des soupçons d'inquiétude à avoir peut-être sur l'un ou l'autre point, ou des points d'attention. Inquiétude, c'est beaucoup, mais attention. Mais par contre, ce petit truc-là, moi, ça me gêne un peu, quoi. C'est peut-être Chelsea, hein. N'oublions pas le 1-4 des Blues à Tottenham. Oui, tout à fait. C'est peut-être l'effet de Chelsea qui va dynamiter cette compétition. Ouais, absolument. En attendant, Manchester City, c'est 32 buts marqués et 12 buts encaissés. Et Christian nous fait donc la balance entre le bilan offensif et le bilan défensif des Citizens. Oui, malgré que ça se passe bien, il y a quand même quelque chose qui a changé pour le moment, aussi bien d'un point de vue défensif qu'offensif. Au point de vue défensif, on voit en fait que la majorité des buts sont encaissés sur jeu dominant placé. Or, on sait que les autres saisons, on était toujours inquiet sur les transitions rapides, mais c'est une équipe qui ne se fait pas surprendre sur transition rapide. Or, comme dit Bruno, et ça confirme à travers les faits qu'on voit sur cette infographie, il faut aller les titiller dans les 20 derniers mètres. OK, il y a beaucoup de circonstances favorables, OK, il y a des ballons déviés, mais il faut oser, il faut pouvoir les pousser le plus bas possible parce que, 1, ils ne marquent pas sur transition rapide et 2, ils n'encaissent pas sur transition rapide. Donc, il faut aller les pousser dans le dernier retranchement. Et de manière offensive, c'est la même chose. C'est très, très étonnant parce qu'ils ont été champions la saison passée en étant très fort sur transition rapide, 19 buts marqués, c'était ça la grande différence. On l'avait souvent évoqué avec Arsenal, cette grosse différence. Et là, en fait, ils nous font en fait une Arsenal ici, c'est-à-dire qu'ils sont super dominants en jeu dominant placé avec 16 buts, c'est largement les meilleurs. Ils ont même 6 buts de jeu placé vers rapide, mais ils n'ont qu'un but sur transition rapide, c'est le but à Brighton sur une perte de balle de la part de Brighton et le but de Haaland. Donc là, il y a vraiment une modification. On le voit ici sur les images. Voilà, c'était cette récupération rapide. C'est le seul but sur transition rapide. Imaginez-vous, après 12 matchs, ça, c'est quelque chose un peu d'étonnant. Et ici, c'est le seul but qu'ils encaissent en 2 passes, la perte de Doku et le ballon qui est mis dans le dos. Et c'est Ward-Prowse qui vient en deuxième zone et qui fait la tête. C'est la seule fois où ils ont encaissé sur transition rapide. Donc, il y a vraiment quelque chose qui a changé pour le moment et ce sera très intéressant de l'observer par la suite.
Je voudrais juste rajouter par rapport à ça que, en tout cas, c'est mon point de vue sur le plan offensif, c'est que l'absence de Bruyne pour moi est essentielle dans ce compartiment-là. Je pense que vraiment, il n'y a pas un joueur qui, dans le profil de l'équipe, peut faire ce que lui peut faire, c'est-à-dire justement servir dans cette transition entre la récupération et l'attaque rapide. Et je pense que ça va se résoudre avec le retour de Kevin dans le 11 de base. Sans doute au mois de janvier. Oui. Tout en soulignant que Doku est le meilleur donneur d'assists de l'équipe avec 5 assists. C'est déjà formidable. Oui, et en soulignant malgré tout, parce que les profils en fait, des joueurs offensifs, alors s'il met, enfin, on va en citer 3, mais si c'est Foden, si c'est Doku et si c'est Haaland, ils ont 3 joueurs pour être mis sur orbite par quelqu'un. Et donc, il manque ce joueur. Rodri a énormément d'importance dans le milieu du jeu, mais c'est pas ce profil-là. Et il n'y a pas vraiment quelqu'un qui a pu reprendre cette... C'est Alvarez qui joue parfois derrière Haaland qui est douteux. Oui, mais Alvarez est déjà un cran plus haut. Oui. Donc, il faut déjà, entre la récupération et Alvarez, il y a déjà... il manque un gars, quoi. On parle d'Haaland, mais vous imaginez quand le dernier titre en mai 2020 de Liverpool, vous aviez Salah et Mané qui marquent à eux deux 37 buts. Et aujourd'hui, en face, vous en avez un qui fait ça tout seul. Oui. C'est 36 buts l'année passée à Haaland. Qui est reparti sur les mêmes bases. Et qui est reparti sur les mêmes bases. Effectivement. Bon, City à domicile, c'est du costaud. C'est 15 victoires en 15 matchs à domicile sur l'année 2023. C'est 23, toutes compétitions confondues. Donc ça va être un sacré morceau pour Liverpool, qui avait d'ailleurs été battu l'année passée. Liverpool avait gagné à domicile et City avait gagné également à domicile. Cette équipe de Liverpool, voilà, qui est peut-être le plus gros concurrent avec Arsenal. On n'est pas encore sûr de savoir si c'est Arsenal ou Liverpool. 2 victoires en 6 déplacements. Avec ça, on n'est pas candidat au titre sur la durée. Justement. 8 buts encaissés sur les 10, c'est à l'extérieur. Oui. On va commencer avec le bilan défensif de cette équipe de Liverpool avec Christian. Excellent, ils sont les meilleurs pour le moment. Donc, ils avaient eu un petit problème de reconversion rapide dans les 3-4 premiers matchs, notamment avec des matchs contre Nottingham Forest ou Brighton, quand ils encaissent très vite dans les 10 premières minutes de jeu. Mais ce problème-là, depuis 6-7 matchs, il a été résolu. Et donc, on voit qu'avec 10 buts, ils sont les meilleurs. Donc, la seule, sur l'ensemble de la saison, sur l'ensemble des 12 matchs, il reste malgré tout ces 4 petits buts encaissés sur transition rapide qui sont un peu problématiques. Mais comme pour le moment, Manchester City ne marque pas dans ce domaine-là, il va falloir trouver une autre solution pour troubler cette défense de Liverpool. 10 buts. Il faut souligner aussi, dont 8 encaissés à l'extérieur. Oui, en voici un justement, c'était lors du partage à Luton, cette étonnante équipe de Luton qui parvient quand même à aller grappiller des points et qui commence même à en prendre face aux gros cylindrés. Mais je reste quand même convaincu, enfin, c'est à l'extérieur et ça c'est juste l'analyse des faits. C'est 10 buts marqués, 8 buts encaissés. Il faut rajouter à ça quand même une défaite à Toulouse. Un partage avec une équipe complètement remaniée où Salah n'a joué que les dernières minutes. On est tout à fait d'accord. Ce que je veux dire, c'est que c'est un constat mathématique. Il se déplace moins bien qu'il ne joue à domicile cette saison. On l'avait vu, parce que le dernier match face à Brentford, il l'avait dominé. On va d'ailleurs voir avec Christian la différence entre le bilan à domicile et le bilan en déplacement des Reds. Là, voilà, on peut passer directement à l'infographie. Dans le bilan à domicile, ils sont les premiers avec Aston Villa. Et en déplacement, ils ne sont pas dans le top 6. Donc, ils sont 7e ou 8e avec 9 points. Donc là, il y a un problème, comme le dit Jean-François. Mais je répète encore, on a souvent montré les tableaux de Manchester City la saison passée. Ils ont perdu 8 de leurs 9 matchs. Enfin, ils n'ont pas gagné 8 de leurs 9 matchs en déplacement contre le top. Donc, le classement en déplacement, comme il est un peu le même pour tout le monde, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui va définir s'ils seront champions ou pas. Je pense que réellement, l'important, c'est à domicile, c'est de gagner le maximum de points comme ils le font pour le moment. Et avec cette attitude-là, ils ne sont qu'à 1 point de Manchester City, finalement, en étant aussi mal, alors que Manchester City a 13 points en déplacement et est la 2e meilleure équipe. Donc, je pense que ce n'est pas le critère pour pouvoir être champion en Première Ligue. Le but contre Luton, c'est consécutif à une phase arrêtée. Il y a une phase arrêtée avant. Oui. Donc c'est transition suite à une phase arrêtée. C'est comme une remise en touche, c'est-à-dire qu'on part d'une phase arrêtée. Donc à un moment donné, il y a quand même un problème d'organisation, on va dire, pour la transition adverse.
Voilà, c'est juste à souligner, je suis d'accord, ils sont là, ils sont deuxièmes, il n'y a rien de mal fait, ils ne prennent pas non plus 10 buts, ça fait 2 la meilleure défense, donc pas de souci, mais attention quand même. Je dirais que si on essaie de regarder juste ce week-end, de se dire, on peut aussi rappeler, et là Christian va certainement nous parler de l'aspect offensif aussi, mais sur l'aspect offensif, ça reste une équipe qui a un jeu simple, direct. Je trouve, c'est pas le football le plus réfléchi du monde, c'est un football... Voilà, et à City, puisqu'on a vu le tableau juste avant avec la problématique de City cette saison de régler justement ces attaques rapides adverses ou ces transitions adverses, là ça peut être une clé du match. Alors, il y a l'aspect défensif, mais l'aspect offensif, on le disait, c'est un jeu très direct et vous vouliez vous concentrer sur l'origine des buts marqués en déplacement du côté de Liverpool. Bien oui, donc suite à l'observation du classement en déplacement, il fallait voir en fait ce qui n'allait pas offensivement en déplacement. Et donc j'ai regardé le tableau et j'ai regardé l'origine des buts marqués intentionnels et regardez, sur les 10 buts, ça ne passe que par le centre et toujours en tirant vers le côté droit, en essayant d'aller trouver Salah. Ils ont marqué 10 buts comme ça. Donc ça veut dire en fait qu'en déplacement, ils ne s'octroient pas le droit de marquer sur phase arrêtée sans pénalty, puisqu'ils n'ont marqué qu'un but sur pénalty. Donc, souvent, on parvient à débloquer le score grâce aux phases arrêtées. Ils ne l'ont pas. Et surtout, regardez, la zone rouge, ils ne passent pas par le flanc gauche en déplacement. On a déjà expliqué depuis 3-4 saisons qu'il y a toujours eu un problème sur le flanc gauche, à part quand ils avaient été champions avec Robertson qui avait été à la hauteur. Mais depuis lors, ce problème n'a pas été résolu. Et en déplacement, eh bien, ils n'ont pas du tout cette option. Donc, l'option des phases arrêtées et l'option du flanc gauche qui n'existe pas, ben, comme dit Jean-François, et on le verra encore après dans les explications, il n'y reste que l'option de la transition ou du jeu rapide et d'essayer de trouver, voilà, comme ici, Salah dans un jeu avec une passe de 40 mètres et lui détermine quelque chose. Et donc, en 2 passes, on a fait 60 mètres pour se retrouver au but. Alors, c'est bien, c'est une option qui fonctionne bien. Voilà, c'est la même chose contre Newcastle. Mais ce n'est pas assez pour une équipe du top. Une équipe du top doit aussi pouvoir marquer sur du jeu dominant placé pour pouvoir revendiquer quelque chose. Donc, on espère qu'ils vont trouver les solutions sur ce flanc gauche et sur phase arrêtée et un peu plus de jeu dominant placé. C'est très intéressant. Et je trouve aussi que, évidemment, que City ce week-end a certainement une chose à faire. À l'observation en tout cas des chiffres qu'on vient de montrer, ils les ont aussi les chiffres, hein, et ils ont les images aussi. Et donc je dirais qu'il y a une chose à faire, c'est quand on veut maîtriser le match, ben, c'est de maîtriser Salah sur les situations de transition, de reconversion. Oui, et ce qui est frappant aussi dans cette équipe, quand ils sont champions, vous avez 12-13 assists pour Alexander-Arnold, oui. Idem pour Robertson. Aujourd'hui, à eux deux, ils ont un assist. Hein. Ouais, et il y en a un qui est blessé, Robertson. Oui, mais ils ont 70% de temps de jeu pour l'un et un petit peu moins de 70% de temps de jeu pour l'autre. Donc, ils ont du temps de jeu. Les buteurs à Liverpool, ils ont 55% de temps de jeu et ils vous marquent 4 buts et 4 assists. Hein. On pense à Nunez. Mais il y a quelque chose qui, par les flancs, ce sera intéressant ce match. Vraiment. Et j'ai envie juste de rajouter, pourquoi est-ce qu'ils sortent par Salah ? Parce que c'est le seul en fait qui a la maîtrise technique pour faire ça. Les autres attaquants n'ont pas ce profil-là. Bon, Diogo Jota quand même. C'est pas la même chose. Si vous lui donnez le ballon, vous n'aurez pas. Si vous jouez vers Diogo Jota, je vous assure, vous pouvez regarder le nombre de fois où il est dans un duel à contre 1 avec un ballon qui vient de loin. Il n'a pas cette maîtrise technique. Il n'a pas cette agilité. Salah, c'est évidemment Salah est au-dessus. Niveau encore au-dessus. Il est au-dessus. Et souvenez-vous de Firmino avec ce bagage technique. C'était 11 buts avec 35% de temps de jeu. Hein. Mais je trouve d'ailleurs qu'ils ont perdu par rapport à Firmino justement ce profil d'attaquant-là. Aujourd'hui, ils ont. Si vous donniez à Nunez le ballon que vous donnez à Salah, vous n'êtes pas sûr qu'il va pas repartir à 3 mètres de son pied. Ouais. C'est un peu caricatural ce que je dis. En 2 ans, ils ont perdu Mané et puis évidemment Firmino qui fait partie des 4 fantastiques. Donc aujourd'hui, j'ai un peu l'impression, je ne sais pas si c'est l'impression de Christian aussi dans les chiffres qu'il a observés, mais qu'ils ont, en déplacement en tout cas, une corde à leur arc pour l'instant. Ouais, justement, on va quand même terminer avec cette équipe de Liverpool sur les flancs. On se souvient qu'à une époque, on a l'impression que Robertson était capable de centrer pour Arnold qui rendait le centre à Robertson qui donnait un assist. Ça a été comme ça pendant quelques saisons. Ils ont gagné le championnat, ils ont gagné la Ligue des Champions. C'est plus vraiment le cas aujourd'hui, Christian. C'est plus vraiment le cas, mais ce qui est génial de pouvoir observer donc dans cette ligne du temps qu'on fait dans les émissions semaine après semaine, c'est de voir en fait qu'il y a plusieurs formules pour gagner.
Et donc, on peut être à un point de Manchester City aujourd'hui en ayant changé complètement le modèle de jeu. Il y a ce jeu direct, il n'y a pas de passage par le flanc gauche, il y a des latéraux droits et gauche qui ne donnent plus des centres de deuxième zone et des assists. Et donc, ça, c'est vraiment ce qu'expliquait Bruno. On était la meilleure équipe sur centre en 2021-2022 avec 28 buts dont l'origine intentionnelle est un centre. On avait 24 la saison passée, c'était les deuxièmes, je pense. Et regardez, cette saison, comme ça a chuté. On n'est plus qu'à 5 buts. Ça veut dire en fait qu'on réduit les options. On réduit les options sur phase arrêtée sans pénalty, on réduit les options par le flanc gauche et on réduit les options sur centre de deuxième zone. Et malgré tout, on est à un point de City et on est dans la course au titre. Alors, on va voir, évidemment, le plus important, c'est de pouvoir garder ça dans le temps. Mais il faudra absolument retrouver des situations comme celle-là, parce que Jota marque très bien de la tête, parce que Luis Diaz a marqué 2 buts de la tête aussi comme ça sur un ballon en deuxième zone, et que Tsimikas aussi vient apporter quelque chose, mais plus à domicile qu'en déplacement. S'ils peuvent retrouver cette option-là avec les zones optimales de centre, alors ils seront vraiment un vrai candidat au titre. Mais pour le moment, on voit qu'il y a un changement, mais que ça marche quand même. Avec une question subsidiaire quand même, c'est est-ce qu'ils savent exactement tous pourquoi tout ça a changé? Ça, on ne le saura jamais. Non, je ne peux pas vous répondre, moi. Bruno? Non, ce que je voudrais vous dire, c'est parce qu'après, je sais qu'on va parler Tottenham, Aston Villa. Liverpool, Tottenham, Aston Villa, les 3 prochains adversaires de Manchester City, entrecoupés avec la Ligue des Champions. C'est un joli programme pour eux. Un joli programme, et ça va être le révélateur, évidemment, de la capacité à City d'aller chercher un 4e titre consécutif. On va juste terminer sur Liverpool en disant qu'ils n'ont plus gagné à l'Etihad depuis 2015, qu'ils n'ont pas réussi encore de clean sheet en déplacement cette saison. Donc, vous serez aux commentaires, tous les deux. Ensemble. Il y aura du but. On l'espère. Et on espère que la goal line technologie sera performante. Et que le VAR sera réveillé, voilà, etc. Et qu'on ne jouera pas une demi-heure de temps additionnel. Et voilà. Ça, c'est pas grave. Plus on joue, mieux on se porte, nous. Mais peut-être pas les joueurs. Exactement. Bon, allez, ce sera donc samedi à 13h30. Ce gros match, c'est vraiment le match du week-end et une des plus grosses affiches possibles en cette saison de Première Ligue. On passe à l'autre affiche. Elle est très belle aussi. Elle concerne toujours des équipes du top 6. C'est Tottenham qui reçoit Aston Villa. Absolutely brilliant. Tottenham, 4e. Tottenham qui a été leader pendant pas mal de journées, mais qui, après 2 défaites consécutives, est 4e avec 26 points. Talonné par Aston Villa, 5e avec 25 points. Belle affiche également que ce Tottenham-Aston Villa. Oui, je ne sais pas si c'est une affiche qui tombe très bien pour les Spurs. 0/6. Il y a eu la trêve pour un petit peu quand même récupérer de ce double chaos. Ouais, mais c'est bien de dire ça, parce que moi, je suis contre les gros matchs comme ça après une trêve internationale. Tout le monde s'en fout, on est bien d'accord, mais... vous êtes bien tombé. Après, non, mais je trouve dommage City-Liverpool. Je trouve dommage de mettre un City-Liverpool et un Tottenham-Villa. C'est ce que je disais, à 13h30. Oui, mais quand les gars ont voyagé partout, ils ont fait des milliers de kilomètres, etc. Pourquoi vous avez dit le contraire quand on en a parlé il y a quelques minutes? Mais non, j'ai pas dit le contraire. J'ai dit que c'était bien pour les abonnés, vous. Mais c'est moins bien, évidemment. Non, j'ai dit pour les abonnés, c'est bien. Non, je parle de la décision de mettre le match à 13h30. Ne confondez pas tout. La décision de mettre le match à 13h30, ça, c'est nous. Ils ne voyagent pas comme nous avec les genoux au niveau des oreilles non plus. Non, je ne sais pas, il paraît que oui. Il y en a qui ont voyagé en écho, il paraît. Okay. Bon, Tottenham-Aston Villa et voilà, cette équipe de Tottenham, c'était même trop beau pour être vrai. Elle faisait son meilleur départ en 60 ans avec les 10 victoires consécutives, avec un Postecoglou qui apportait un véritable changement, une véritable révolution dans la mentalité. Il y a eu cette défaite à Chelsea dans des circonstances. Il a pris un coup de vieux là, avec sa défense en ligne à 9 contre 11 où Tottenham a joué sur la ligne médiane. Là, il a pris un coup de vieux. Et il faut voir si de là ne va pas aller parce que les emmerdes, c'est en cascade, vous savez. Les ennuis, c'est d'abord les blessures de Maddison, de Van de Ven, les cartons rouges de Romero, d'Udogie. Udogie peut revenir, mais Romero est toujours suspendu. Et puis il y a Bissouma aussi, qui est suspendu. Et encore d'autres blessés qui seront éventuellement absents. Oui, c'est lourd, la Première Ligue. Donc à un moment donné, c'est compliqué. Et au départ, il y a évidemment cette énergie qui a été impulsée. On ne va pas lui enlever ça. Il a impulsé quelque chose à l'équipe. Mais quand vous jouez avec Dyer ou Davies dans votre axe défensif, c'est pas tout à fait la même chose que de jouer avec Romero et Van de Ven. Il va même jouer avec Emerson Royal dans la. Voilà, qui entre parenthèses, Van de Ven, je trouve, est peut-être l'élément clé
de cette équipe dans Comme l'équilibre Maddison, global. Justement. Comme Maddison sur le plan offensif. Oui. Mais Van de Ven, je trouve derrière, parce qu'il sort à la, je dis pas de bêtises, il sort à la mi-temps contre Chelsea. Oui. Et c'est là que tout s'enchaîne. Et sans lui, c'est 6 buts encaissés. Donc, voilà. Et puis, Christian, il y avait ces buts après la 90e minute, ça les a sauvés, notamment on se souvient face à Sheffield United où il marque à la 98e et à la 100e. Mais par contre, sur les 2 derniers matchs, là, il y a cette expression d'Angleterre, on dit que Tottenham est souvent Spursy, c'est qu'au moment où tout va bien, c'est là que tout commence à aller mal et c'est ce qui s'est passé finalement sur les 2 derniers matchs. Oui, et ça s'enchaîne, hein, les ennuis des cartons rouges. Il y a aussi, vous avez oublié le Richarlison qui est blessé, Perisic qui est blessé jusqu'à la fin de la saison. Donc, c'est une des options qu'il ne pourra pas utiliser. Et en plus de ça, il a demandé de faire des efforts à ces joueurs qui se blessaient sans contact à revenir pendant au moins 10-15 fois pendant cette deuxième mi-temps contre Chelsea où ils devaient faire 50 mètres parce qu'ils défendaient à la ligne médiane et ils devaient revenir en sprint 50 mètres. Tout ça, ça va se payer dans le temps. Et c'est comme dit Jean-François, on ne peut pas lui enlever cette impulsion qu'il a mis dans le groupe et ça a fait du bien. Mais regardez maintenant, il y avait 3 buts au-delà de la 90e minute qui étaient pour contre Sheffield, notamment avec les 2 buts et 1 but contre Liverpool. Et puis, il y a quand même 6 buts maintenant qui sont au-delà de la 90e minute. Donc maintenant, ça commence à la fatigue. Le mois de novembre qui est un mois de compensation après le travail fourni au mois de juillet pour la préparation. Et là, en fait, à la place de faire souffler ces joueurs tombent comme des mouches et ne parviennent pas à garder le résultat parce que ici, contre Wolverhampton, dans les 5, 6, 7 dernières minutes, mais ils étaient nulle part. Ils n'ont réussi, à aucun moment, ils ont réussi à maîtriser le jeu, à calmer le jeu. Ils se sont fait... C'était comme un tsunami jaune qui est venu s'abattre sur eux et la conséquence est cette défaite. Donc, il faudra probablement gérer l'aspect physique parce que un mauvais physique engendre un mauvais mental. Et comme dit Bruno, après, en cascade, c'est une catastrophe pour eux. Oui, mais je maintiens que Van de Ven est certainement une des causes, une des raisons. Enfin, oui, et puis vous avez Heung-min Son, 8 buts, Maddison, 5 assists. Vous maîtrisez ces 2 gaillards-là autant que faire se peut. Oui. Mais derrière, il n'y a pas de classe mondiale. Johnson tarde un petit peu quand même à... Oui. Bon, Kulusevski reste quand même un bon joueur. Et qui a de bonnes stats. Qui a des bonnes stats, oui, et qui est très constant dans ses prestations. Johnson, évidemment. Richarlison, qui sera absent, il a été opéré. N'oublions pas que l'ambition, c'est de jouer le titre le plus longtemps possible et le top 4. Postecoglou l'a dit. À un moment, il faut dire qu'on est premier après 10 journées. Il faut des arguments pour ça. Exactement. On a beaucoup parlé de Tottenham depuis le début de la saison parce qu'il y a eu évidemment énormément de bonnes choses. C'était très positif et surtout sur le niveau offensif. Sur le niveau défensif, on a vu sur les derniers matchs, Christian, qu'il y avait quand même des faiblesses. Évidemment, avec les absences, ça n'a rien arrangé. Non, et en plus, comme on l'a vu sur les 2 derniers matchs, sur le dernier match à Wolverhampton, ils ont encaissé des buts dont les ballons viennent par les flancs. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut maîtriser normalement, le jeu dominant placé, le passage par les flancs, surtout que Wolverhampton n'est pas une équipe foudre de guerre pour la zone optimale de centre, mais ils ont encaissé 2 buts comme ça. Et dans le constat, depuis le début de la saison, on a vu qu'ils ont déjà en fait encaissé 6 buts qui viennent des flancs sur centre, c'est 43%. Et donc là, c'est un peu élevé parce que ça donne un signe aussi à l'adversaire que finalement l'adversaire peut s'installer dans les 40 derniers mètres, peut préparer une action bien placée, bien posée et donner un centre et être dangereux. Donc là, il faudra rectifier quelque chose, sinon c'est une option négative supplémentaire qui viendra s'ajouter à l'aspect défensif de Tottenham. Dans ce match qui débutera dimanche à 15h, Aston Villa et l'équipe qui continue à surprendre parce que Unai Emery est arrivé en octobre dernier. À ce moment-là, il jouait la relégation. Il est parvenu à qualifier cette équipe pour la Coupe d'Europe. Et là, on est reparti sur des bonnes bases parce qu'ils sont 6e. Ils se débrouillent plutôt bien en Conference League et que cette équipe pourrait finalement venir se mêler au top 4 à la qualification Ligue des Champions. Parce qu'il y aura peut-être 5 équipes qui vont se qualifier pour la Ligue des Champions cette saison d'Angleterre. Même si Christian nous a expliqué tout à l'heure que les stats à l'extérieur, il faut les relativiser par rapport à quelqu'un... On va les voir justement dans quelques instants. Il y a un grand contraste
18 sur 18 à domicile, 6 petits points pris à l'extérieur. C'est un contraste. Il marque beaucoup moins à l'extérieur aujourd'hui. Watkins a marqué 1 but à l'extérieur. Et Douglas Luiz, qui est leur autre deuxième meilleur buteur, n'en a pas marqué à l'extérieur. Donc il y a un contraste qu'il va falloir régler peut-être ici face à Tottenham. Un contraste, Christian, mais on va le voir dans vos tableaux. Le bilan est quand même très, très positif. Le bilan pour cette équipe est exceptionnel, en sachant qu'il venait de la 17e place il y a juste un an. Aujourd'hui, quand on voit le tableau, alors c'est vrai, contre le top 6, c'est un peu trop court encore, et comme disait Bruno en déplacement, c'est pas terrible, mais 0 sur 6 contre le top 6, top 7, c'est 9 sur 6 contre des concurrents directs, ça c'est exceptionnel, et après c'est 16 sur 21 contre, on va dire, le bottom 12, le bottom 11. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas espérer mieux pour cette équipe, sachant qu'il y a une évolution dans le jeu, on le verra par après, mais aujourd'hui, ils sont à leur place et il a fait vraiment un travail exceptionnel. Bon, si on n'est pas supporter et qu'on veut demain mettre un petit pari sur ce match, on regarde les chiffres et on fait le même constat qu'avec Liverpool. C'est 11 points perdus, Bruno, enfin moi je le dis autrement, mais c'est 11 points perdus à l'extérieur, ou laissés parfois à l'adversaire. Donc si on regarde le match en disant on regarde sur des chiffres, il apparaît que Tottenham, à domicile, devrait normalement l'emporter sur Villa. Mais après, voilà, ça c'est un constat chiffré. Parce que comment on peut faire si on n'est pas supporter, si on n'est pas emporté par son émotion et son amour du club, comment on peut faire? C'est de regarder des choses qui sont objectives. Et l'objectivité, c'est que les points qu'ils ont perdus cette saison, ils les ont perdus à l'extérieur. Donc voilà, même si je suis évidemment d'accord avec l'analyse de Christian sur ce formidable... progression cette année-ci et l'année dernière déjà. Ouais. Ils encaissent autant que Burnley à l'extérieur, 12 buts encaissés. Ouais. Mais c'est comme dit Christian, c'est une équipe en construction et à un moment donné, la construction est déjà jolie, les fondations sont belles. Alors ce qui est intéressant, qui est très intéressant dans l'analyse de Christian, c'est qu'il est justement capable de donner l'identité d'une équipe sur les buts marqués. On rappelle qu'Aston Villa, qui est remonté en première ligue, je crois que c'était juste avant le Covid, ça doit faire 5 ans, a joué tout le temps le maintien avec Dean Smith au départ, avec ensuite c'était Steven Gerrard qui est arrivé, remplacé par Unai Emery. Et maintenant, aujourd'hui, Christian, si on regarde la manière dont Aston Villa marque ses buts et la manière, donc la philosophie offensive, on est vraiment dans quelque chose de très spécial. On prend la timeline, Serge. La saison passée, il arrive en octobre 2022. Il met en place défensivement d'abord pour stabiliser les erreurs que Gerrard avait laissées. Puis il commence à progresser, il marque sur des reconversions rapides, sur des phases arrêtées. Et puis quand il est sauvé en fin de saison, il parvient à commencer à marquer des buts sur jeu dominant placé, sur des centres, sur le passage par les flancs. Et maintenant, cette saison, vous allez le voir sur le tableau, c'est exceptionnel. C'est la meilleure équipe sur jeu dominant placé derrière Manchester City qui est à 16. Donc ça veut dire qu'il y a une progression immense d'un jeu qui est basé sur un aspect défensif, comme on l'expliquait avec Eddie Howe et avec Aston Villa. Et puis maintenant, il se retrouve au même niveau qu'une équipe comme Manchester City, est meilleure que Brighton et meilleure qu'Arsenal sur le jeu dominant placé et l'utilisation des centres. C'est exceptionnel la progression de Emery et de cette équipe cette saison. Donc on est passé d'une équipe qui réagissait par rapport à l'adversaire à une équipe qui est presque l'égale de Manchester City dans le jeu offensif. Étonnant. Extraordinaire, mais on connaît les qualités d'Unai Emery, c'est pas son premier laboratoire, c'est extraordinaire. Et tout ça avec des joueurs comme McGinn, Kamara, Douglas Lewis, Diaby, Watkins. Et ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'en fait, c'est que c'est pas... Enfin, si vous mettez parallèlement ces noms-là... Ce ne sont pas des stars. En tout cas, par rapport à ce que vous retrouvez du côté de City ou voire même d'autres équipes, ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'équipe qui, en termes de qualité de noyau, est la plus impressionnante sur papier. La preuve, c'est que ce sont des joueurs qui étaient là avant l'arrivée d'Unai Emery. McGinn, ça fait des saisons qu'il est là, Douglas Lewis aussi. Et la preuve, c'est très fort de faire une transition comme celle que Christian vient d'expliquer avec le même groupe. Avec un joueur comme Youri Tielemans qui tarde à devenir le patron de l'équipe. Il a été titulaire sur les 2 derniers matchs en étant un peu décalé sur un flanc en Coupe d'Europe et en championnat sur la dernière rencontre. Mais il tarde. Oui. Parce que ça tourne. J'espère qu'il jouera ce week-end surtout. Après, voilà, le reste. Oui, mais non, mais il faut souligner cet aspect-là.
c'est assez formidable, mais c'est formidable de le faire avec des joueurs comme ça. Ça veut dire qu'il a vraiment comment je vais dire ça, la main, je dirais, sur l'influence. Ouais, vraiment une influence sur les joueurs eux-mêmes, avec parfois des gars qui, à mon avis, jouent même en dehors peut-être de leur, en son prochain club, c'est Tottenham. C'est pas. Une dernière chose sur cette équipe d'Aston Villa. C'est un peu l'antithèse de Liverpool. Liverpool ne marque quasiment plus sur centre, alors qu'Aston Villa le fait beaucoup plus qu'avant. Oui, et on l'a vu dans les images précédemment. Donc dans ce jeu dominant placé, évidemment, une des conséquences, c'est l'utilisation du centre. Et on va voir la progression qu'il y a eu par rapport à la saison passée. Donc il a d'abord dû nettoyer un peu dans ce passage, un peu dans l'axe permanent fait par Gérard et puis par ce qu'il a fait au début. Et puis regardez maintenant, l'année passée, sur 38 matchs, il avait 15 buts qui étaient sur origine intentionnelle sur centre. C'était 29% des buts. Aujourd'hui, il est déjà à 11 buts. Donc ça montre cette progression, ça montre l'envie de pouvoir passer par les flancs. On a vu souvent aussi dans les images, vous l'avez vu, des joueurs qui viennent de l'axe et qui font le dédoublement dans le dos pour pouvoir se retrouver dans la zone optimale de centre. Et donc, voilà, il essaye de mettre sa griffe là, dans ce jeu dominant placé. Et je pense qu'en étant un peu mieux défensivement en déplacement et d'avoir cette manière de s'imposer au niveau du jeu dominant placé, il va pouvoir progresser et être plus haut dans le classement. C'est évidemment ce que je voulais rajouter. N'oublions pas ce qu'on a dit sur cette équipe en démarrant, c'est-à-dire qu'en déplacement, c'est pas la même chose. Sauf que la saison dernière, ils ont été gagnés à Tottenham. Ils avaient même réussi le doublé face aux Spurs. Donc c'est un beau défi à la fois pour Tottenham, pour se relancer après 2 défaites, et pour Aston Villa, pour confirmer les 2 victoires face à Tottenham la saison dernière. Voilà pour ces 2 super matchs ce week-end. J'espère que vous avez bien noté l'heure et puis le rendez-vous. Et si vous ne l'avez pas fait, on vous le rappelle ici avec les rendez-vous de ce week-end. Ça commencera donc avec un super Saturday. Ouais. 13h20, Jean-François, on est prêt. 13h20, oui. J'arriverai vers 13h21. Donc c'est sur vous Sport World, mais aussi sur Divertissez-vous. Exactement. Ouais. Goals of the Day avec Newcastle-Chelsea comme fil rouge, ça c'est pas mal aussi. C'est très très bien. C'est à 15h45. C'est pas un déplacement facile pour les Gunners du côté de Brentford. Là aussi, il faut apprendre à gérer les phases arrêtées. Oui, mais ils peuvent en profiter parce que Man City et Liverpool, ou les deux vont perdre des points. Donc c'est Arsenal qui pourra en profiter. Dimanche, 14h55. Super Sunday. Super Sunday aussi, parce que Tottenham Aston Villa, on en a parlé, c'est bien. Et puis un classique aussi, magnifique Everton face aux Red Devils, erreur interdite, défaite interdite pour Ten Hag évidemment. Et puis ça va être chaud à Everton parce que le public a été évidemment remonté par la punition et les joueurs à mon avis vont se démener pour essayer de sortir de cette zone rouge où ils ne devraient normalement pas être face à Manchester United. Même comme ça, je pense qu'ils pourront s'en sortir, mais ça c'est à voir. Et puis lundi soir, j'aurai le plaisir d'être avec vous pour Fulham Wolverhampton. C'est pas le match le plus ronflant, mais franchement, ça peut être lundi un bon match. et le lundi, tout est permis. Après le déo, bien sûr. Évidemment. Avec vous ? Non, avec Christine. Avec Christine, le rendez-vous est pris aussi donc pour le traditionnel rendez-vous du lundi soir. Voilà, bon, on peut dire que c'est un bon retour à la Première Ligue après la trêve internationale et qu'on va passer un super week-end. On rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, ça c'est la première chose. Oui. Et puis on rappelle aussi que c'est sur le match évidemment de City qu'on va accompagner nos abonnés ce week-end. Donc grâce à Discord et via Christian qui continue donc Christian à alimenter la communauté vous Sport World autour des principaux matchs de Première Ligue. Ah oui, c'est vraiment sympa, c'est vraiment une chouette découverte et on a de plus en plus d'abonnés fidèles qui viennent à pratiquement tous les matchs sur Discord. Il y a même des abonnés qui envoient des messages en manière privée pour qu'on vienne avec vision du jeu sur Goal of the Day ou sur un autre match qui est hors match Discord. Donc c'est vraiment très sympa, on est près de 400 abonnés, ça grandit chaque semaine. Ça, c'est un appel du pied de la part de Christian. Je crois qu'il veut encore plus de travail le week-end. Il veut faire plus de matchs. Il peut travailler, personnellement. Tout le monde peut travailler plus. Tout le monde peut travailler plus. Voilà, le message est passé. On l'a fait lundi passé avec le match du lundi et ça a très très bien marché. Il y a beaucoup de gens qui sont là le lundi. Les autres, à mon avis, dans les autres matchs le week-end, il y a des gens qui ont des activités et qui se partagent dans tous les matchs du week-end. Mais quand il n'y a qu'un match le lundi, il y avait vraiment beaucoup de monde et beaucoup d'interactivité. C'était vraiment très sympa. Eh bien, rendez-vous est pris pour Fulham Wolverhampton lundi soir. Bon, en tout cas, ça marche, c'est le principal, c'est sympathique et
ça nous permet aussi de voir la Première Ligue, de passer encore un meilleur moment en compagnie de la Première Ligue. Non, en tout cas, c'est une expérience chouette et convaincante. Et il y a même des abonnés qui parfois sollicitent Christian pour avoir des espèces de masterclass à côté, pour aller discuter de foot avec lui. Il y a des passionnés, quoi. Voilà, c'est fait pour les passionnés, par des passionnés, pour des passionnés. Merci Jean-François. Avec plaisir. Merci Bruno. Merci Christian. Et merci à vous évidemment pour votre fidélité. On vous souhaite d'ores et déjà un excellent week-end de Première Ligue. À bientôt. Bye bye. Après 2 semaines de trêve internationale, la Première Ligue reprend de plus belle sur vous Sport World. Samedi dès 13h25, suivez l'affiche entre Manchester City et Liverpool. Ensuite, à partir de 15h45, un Goals of the Day bien rempli avec Burnley face à West Ham, le déplacement de Crystal Palace à Legend Town, mais aussi Newcastle qui accueille Chelsea, la réception de Brighton à Nottingham Forest, sans oublier Sheffield United, Bournemouth. Et à 18h25, suivez le derby entre Brentford et Arsenal. Puis dimanche, dès 14h55, profitez du choc entre Tottenham et Aston Villa. Et à partir de 17h25, Everton reçoit Manchester United. Enfin, ce lundi dès 18h, retrouvez l'Europe des 11 suivi dès 20h55 par Fulham, Wolverhampton. Bonne reprise de Première Ligue sur vous Sport World.